Le calife cigogne. Il y a très longtemps, dans un somptueux palais, vivait un calife nommé Chasside. La ville de Bagdad, au cœur de laquelle il habitait, avait été bâtie au confluent de deux grands fleuves. Dans les pays chauds, il est en effet toujours préférable de vivre à proximité d'un cours d'eau. La terre y est plus fertile et les troupeaux bénéficient, sur ces rives verdoyantes, d'une herbe toujours fraîche. Les voyageurs s'arrêtaient volontiers quelques jours à Bagdad avant d'entamer la rude traversée du désert. Ils y faisaient provision d'eau ainsi que de nourriture. Et c'est pourquoi la ville, à l'époque, était déjà une capitale très prospère. Par un bel après-midi d'été, le calife Chasside se trouvait paresseusement étendu sur un sofa. Il émergeait d'une sieste fort agréable, à l'abri de la chaleur étouffante, et un esclave venait de lui apporter une petite tasse de café fort. L'esprit reposé, le souverain fumait maintenant une longue pipe en bois de rose. Il avait réglé toutes ses affaires de la journée et se sentait d'excellente humeur. L'après-midi était d'ailleurs le meilleur moment pour lui rendre visite. Mansour, le grand vizir, le savait fort bien et choisissait chaque jour cette heure-là pour oser se présenter chez son maître. Écartant des deux mains les magnifiques tentures qui cachaient l'entrée, il pénétra donc dans la pièce, se plia dans un très profond salut et attendit que le calife lui adresse la parole. Chasside, regardant son grand vizir dans les yeux, lui demanda « Pourquoi as-tu l'air si soucieux ?»« Cher calife, répondit le grand vizir, j'ai en effet un problème. Je viens de croiser devant le portail du palais un marchand qui portait devant lui, soutenu par une courroie, un coffre en bois de santal. Il voulait vous montrer ses trésors. Je lui ai vivement conseillé de poursuivre son chemin, mais il refuse de partir. Que dois-je faire, Seigneur ? Selon moi, la persévérance doit être récompensée, déclara le calife. Fais-le donc entrer. Surpris par la gentillesse du monarque, le grand vizir se précipita vers l'entrée du palais pour appeler le marchand. Arrivé auprès du calife, celui-ci posa son coffre sur le sol. Puis, il souleva le couvercle et en sortit un bel écrin contenant de précieux colliers, des bagues et autres bijoux rehaussés de pierres merveilleuses ainsi que des armes ouvragées très richement ornées d'ivoire. Après avoir longuement hésité, le calife décida de lui acheter une paire de superbes pistolets d'or. Mansour choisit ensuite un peigne pour son épouse, mais comme le marchand refermait son coffre, le calife, qui ne pouvait en détacher les yeux, lui demanda « Et dans ce petit tiroir que je vois là, qu'y a-t-il donc ?»« Oh, là, répondit évasivement le marchand, je ne le sais pas exactement moi-même. J'y ai seulement déposé une petite boîte qu'un autre colporteur m'avait donnée. Ce dernier l'avait trouvée dans une rue au cours d'un pèlerinage à la Mecque. Cette boîte renferme une poudre noirâtre recouverte d'un papier. Il s'agit peut-être d'une notice d'emploi, mais je suis bien incapable de la déchiffrer. J'ai laissé le tout là par habitude. » L'intérêt du calife fut éveillé. Grand amateur de vieux manuscrits et d'objets anciens, il jugeait cette boîte mystérieuse digne de figurer parmi ses collections et demanda au marchand d'ouvrir le tiroir. S'exécutant promptement, l'homme prit la boîte et en sortit le papier annoncé. Hélas, même le calife fut incapable d'en comprendre le moindre mot. Avide de satisfaire sa curiosité, il offrit cependant 100 pièces d'or au marchand. « Mais, vénéré seigneur, protesta honnêtement le vieil homme, ce bout de papier n'a aucune valeur. Une seule de ces pièces me suffirait amplement. » Chasside lui donna donc une pièce d'or et le marchand prit congé poliment. Après son départ, le calife ordonna immédiatement à son vizir « Va vite à la mosquée. Tu y trouveras un homme instruit du nom de Sélim. Fais-le venir sans tarder. Il faut absolument que je sache ce que signifient ces caractères singuliers. Allons vite, ne traîne pas. Dépêche-toi donc. » Bouillant d'impatience, Chasside attendit son serviteur en tirant nerveusement sur sa pipe. Après un temps qui lui parut fort long, Mansour revint avec le fameux Sélim. « Que puis-je pour vous, très honoré seigneur ?» interrogea ce dernier avec une grande déférence. « Sélim, » répondit le calife, « on te dit fort versé dans la connaissance des langues. Pourrais-tu déchiffrer ce document pour moi? Si tu y parviens, tu recevras comme récompense un de mes habits tout neufs.
En cas d'échec, reprit-il, tu auras au contraire 50 coups de bâton sur la plante des pieds. Et fais bien attention, ne perds pas un seul grain de cette poudre noire. Sélim saisit délicatement la petite boîte, puis il examina le papier avec une certaine appréhension. Mais son visage s'éclaira bien vite. « Aucune difficulté, puissant calife !» s'écria-t-il avec soulagement. « Il s'agit tout simplement de latin. » Sortant alors une loupe de la manche de son ample vêtement, il traduisit mot à mot. « Qui que tu sois, remercie Allah de la faveur qu'il daigne t'accorder. Car celui qui respirera une pincée de cette poudre sera transformé en animal et comprendra le langage des bêtes. Il lui suffira de dire « mutabor » tout en reniflant le mélange. Pour retrouver une forme humaine, il devra ensuite s'incliner 3 fois vers l'Orient et respirer à nouveau un peu de poudre en prononçant la même parole. Toutefois, il veillera à ne jamais rire pendant la métamorphose. Sinon, il en oubliera la formule magique et il ne reprendra plus jamais visage humain. Tout excité, Chasside frappa des mains de plaisir. Après avoir fait solennellement jurer au vieux Sélim de ne jamais révéler à personne ce qu'il venait de voir, le calife ordonna à son grand vizir « Viens me trouver demain, dès l'aube. Nous reniflerons un peu de cette poudre magique et nous irons passer la journée parmi les animaux. » « Que votre volonté soit faite, auguste souverain, » dit le vizir, et il s'en alla, assez inquiet. Le lendemain, obéissant, il se présenta néanmoins très tôt devant son maître, et après le petit déjeuner, les 2 hommes sortirent dans les jardins du palais. Mais ils n'y trouvèrent aucune bête digne d'intérêt. Cela valait d'ailleurs bien mieux, car leur métamorphose aurait pu être remarquée. Dans les bois qui entouraient le domaine princier, ils ne rencontrèrent pas un seul animal. Sans doute n'avaient-ils pas l'habitude d'observer les habitants de la forêt. Poursuivant leur chemin, ils arrivèrent dans une vaste prairie. Au bord d'un étang, ils aperçurent 2 cigognes. « Et si nous nous changions en cigognes ?» proposa le calife qui les admirait. Le grand vizir sortit alors la petite boîte de sa manche. Puis, tous 2 aspirèrent un peu de poudre en disant ensemble « mutabor ». Bien que prévenus, ils furent stupéfaits en voyant leurs jambes se transformer aussitôt en pattes longues et fines, tandis que leurs jolies babouches faisaient place à d'affreux pieds rouges. Quant à leur cou, il se mit à s'allonger démesurément et leur bouche fut nantie d'un long bec pointu. Puis, leur corps se couvrit de plumes. Alors, prudemment, les complices déployèrent leurs ailes. Ils avaient réussi. Fort intéressés, ils commencèrent à observer les autres cigognes. Celles-ci se penchaient vers l'eau, y plongeant le bec tour à tour. « Que peuvent-elles bien faire là ?» s'étonna Chasside. « Elles cherchent certainement des grenouilles pour leur déjeuner, » expliqua le grand vizir. « Rapprochons-nous d'elles. Nous pourrons ainsi entendre ce qu'elles racontent. » Les 2 cigognes, indifférentes, ne prêtèrent aucune attention aux nouveaux venus et poursuivirent tranquillement leurs occupations. Les 2 intrus purent ainsi saisir la conversation suivante. « Bonjour, monsieur Lambec. Vous êtes déjà réveillé? Vous voilà bien matinal. Je vous souhaite bon appétit. »« Bonjour, madame Jolijambe. Vous êtes à fort tôt, vous aussi. Dites, accepteriez-vous un morceau de lézard? » « Vous êtes bien gentil, cher monsieur, mais je dois manger frugalement. J'ai, en effet, promis à mon père de danser pour des invités ce soir même et je suis venu m'exercer. Il faut que je sois en forme. » Ce disant, la cigogne étendit les ailes et se mit à sautiller sur ses longues pattes en faisant un vacarme horrible. Et lorsque la prétendue danseuse se tint sur une patte dans une arabesque ridicule, le calife et son grand vizir ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Aussitôt, ils échangèrent un regard affolé. « Peste !» fit Chasside. « Par la barbe du prophète, qu'avons-nous fait là ?»« Nous avons ri !» s'épouvanta le grand vizir. « Et nous risquons fort de rester des cigognes pour toute notre vie. C'était quoi encore la formule magique ?» Tous 2 cherchèrent anxieusement. « Mou, tu, tout bas, mouba !» Mais ils ne parvinrent pas à retrouver le mot-clé.
Horrifiés, ils s'inclinèrent 3 fois vers l'Orient et tentèrent encore Bouma. Mais ils avaient bel et bien oublié et resteraient donc des cigognes. La tête basse et sans dire un mot, les 2 infortunés se remirent en route. Ils traversèrent des prairies, des étangs et encore des prairies, perdus dans leurs pensées. Ils n'arrivaient pas à se résigner. Quel était donc ce mot tout simple? Que faire pour retrouver leur forme humaine? La vie et le langage des animaux, soudain, ne les intéressaient plus du tout. Et ils ne pouvaient évidemment pas retourner chez eux ainsi métamorphosés en cigognes. Personne ne les reconnaîtrait, ni ne les comprendrait. Dans l'idéal, ils pourraient peut-être installer leur nid sur le toit du palais. Nul ne songerait à voir dans ces oiseaux perchés là-haut le si puissant calife Chasside et son grand vizir, le très digne Mansour. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, tous 2 errèrent à travers le pays. Ils devinrent affreusement maigres, car ils se nourrissaient uniquement de fruits. Ils n'osaient pas capturer des grenouilles ou des lézards, et encore moins les avaler. Ils avaient beaucoup trop peur d'attraper des crampes d'estomac. Le seul plaisir qu'ils tiraient de cette situation embarrassante, c'était de pouvoir voler en toute liberté. Régulièrement, ils se rendaient à Bagdad pour voir et entendre ce qui s'y passait en leur absence, car s'ils comprenaient le langage des animaux, ils n'en avaient pas pour autant oublié leur propre langue. Ils constatèrent donc que la population, dans les rues, semblait en grand deuil et offrait le spectacle d'une tristesse sincère. Était-ce à cause de la disparition de leur calife? Personne ne s'exprimant à haute voix, ils n'avaient aucun moyen de savoir ce qui était arrivé. Mais le 4e jour, ils s'avisèrent que la ville était pavoisée de drapeaux et virent arriver un somptueux cortège. En tête venait un homme à cheval. Il se tenait bien droit, l'air altier, et portait un merveilleux costume rouge tout brodé d'or. La foule l'acclamait et hurlait « Vive Misra! Vive le calife Misra! Vive le maître de Bagdad !» À ce moment, Chasside reconnut le beau cavalier. Il se tourna vers Mansour d'un air accablé. « Sais-tu qui est ce jeune homme ?» soupira-t-il. « C'est Misra, le fils de mon ennemi mortel, le puissant enchanteur Kachnour. Je comprends maintenant pourquoi nous avons été ensorcelés. Je reconnais là la signature de Kachnour. Viens, mon fidèle serviteur, contraint de partager mon malheur. Nous allons nous rendre à Médine, la ville sainte, pour nous recueillir devant le tombeau du prophète. Peut-être l'influence sacrée du Saint-Lieu parviendra-t-elle à rompre le sortilège qui nous accable. » À ces mots, le calife Chasside battit des ailes pour prendre son envol, et le grand vizir Mansour se hâta de le suivre. Mais celui-ci était nettement plus âgé que son maître, et dès le début, il avait trouvé pénible de voler. Après quelques heures, il haleta. « Seigneur, pardonnez-moi, mais je n'en puis plus. » Le calife comprit que le malheureux était à bout de force. Il chercha alors un endroit susceptible de les accueillir pour la nuit. Dans le fond d'une vallée, il aperçut des ruines. Le lieu lui sembla approprié, car il était inhabité et bien protégé. Il pourrait s'y reposer tranquillement. Ces vestiges appartenaient sans doute à un ancien palais, car les voyageurs y parcoururent un long dédale de couloirs enchevêtrés. Lorsqu'ils eurent enfin trouvé un coin où s'installer sans danger, le grand vizir murmura d'une voix étranglée. « Maître, je dois vous avouer quelque chose. Je sais que cela n'est pas digne d'un grand vizir, ni même d'une cigogne, mais j'ai peur. Je viens d'entendre soupirer et gémir à 2 pas d'ici. » Le calife tendit l'oreille. En effet, il distingua lui aussi un gros sanglot qui paraissait vraiment humain. Il voulut immédiatement rechercher l'origine de ce bruit, mais son compagnon lui retint respectueusement le bout de l'aile à l'aide de son bec. « Attendez, maître, soyons prudents. Qui sait ce que vous allez trouver dans ces ruines? Ne me laissez pas seul. » Mais, même sous sa forme actuelle, le célèbre calife était resté particulièrement courageux. Il s'arracha du bec de son vizir et s'élança, tête baissée, dans un sombre corridor. Bientôt, il découvrit une petite porte. D'un puissant coup de bec, il parvint à l'enfoncer. À l'intérieur, il faisait presque complètement noir. Seule une étroite fenêtre laissait passer un rai de lumière. Le calife parvint ainsi à distinguer
une énorme chouette tout en pleurs. Dès qu'elle entendit la porte s'ouvrir, la chouette cessa de sangloter et de ses ailes mouchetées de brun, elle sécha ses grosses larmes. Elle eut même un sursaut de joie en découvrant les deux cigognes. « Soyez les bienvenus, mes sauveurs !» s'écria l'oiseau nocturne avec soulagement. « Quel bonheur que vous soyez venus !» Le grand vizir, qui était resté à l'écart, osa alors s'approcher, car il avait compris le langage de la chouette. « Soyez les très bienvenus, aimables oiseaux !» répéta cette dernière. « Ma délivrance est proche, car il m'a été prédit que des cigognes me porteraient chance et me sauveraient. » Chassid et Manzour demeurèrent un instant muets de stupéfaction. Le calife fut le premier à se remettre. Il s'inclina galamment de toute la longueur de son cou et déclara cérémonieusement « Madame la chouette, c'est pour moi un honneur de faire votre connaissance. Permettez-moi de me présenter à vous. Je me nomme Chassid et je suis le calife de Bagdad. Et voici Manzour, mon grand vizir. Je crains cependant de ne pouvoir vous être d'aucune utilité, ajouta-t-il. À en juger par vos paroles et par votre comportement, vous devez avoir subi le même sort que nous. » Il raconta alors à la chouette leur propre malheur. Après l'avoir écouté d'une oreille attentive, la prisonnière déclara « Votre situation me paraît en effet bien délicate. Je vous comprends sans peine, car il m'est arrivé la même chose. Mon père est le roi des Indes. Je suis sa fille unique, la princesse Louza. Un jour, ce même enchanteur Kachnour se présenta à la cour en exigeant que j'épouse son fils Misra. Mon père, en entendant cela, entra dans une colère terrible. Il fit précipiter l'insolent du haut des escaliers du palais. Kachnour, alors, jura de se venger. Mon père ne m'avait pas mis au courant de cette visite. Néanmoins, à partir de ce jour, j'eus continuellement l'impression qu'un esprit maléfique rôdait autour de moi. C'est pourquoi j'ai resté autant que possible à l'intérieur du palais. De temps en temps seulement, je sortais dans les jardins pour y cueillir quelques fruits, et c'est là que, déguisé en esclave, Kachnour me fit boire un philtre qui me métamorphosa en chouette. Redoutant le courroux de mon père, le méchant sorcier m'amena ensuite ici. Puisque je refusais d'épouser son fils, plus aucun homme ne voudrait de moi désormais. Je n'étais plus qu'un rapace hideux, aux tristes couleurs, nanti d'un bec crochu et de vilains yeux jaunes. Et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. C'est pourquoi je vis en recluse depuis de longs mois, toute seule dans le noir. Je fais horreur aux autres animaux, car le jour, je leur apparais aveugle et maladroite. Il me faut attendre la nuit, quand toutes les bêtes dorment, pour me déplacer un peu dans la pâle lueur de la lune. » À bout de désespoir, la pauvre ne put prononcer un mot de plus, et de grosses larmes se remirent à ruisseler le long de ses joues. Le cœur serré de pitié, le calife regarda la malheureuse chouette droit dans ses tristes yeux pâles. « Si je ne me trompe, déclara-t-il, il existe une relation entre mon histoire et la vôtre. L'enchanteur Kachnour a projeté notre perte à tous, mais que pouvons-nous faire? Nous voilà bien impuissants et réduits à sa merci. »« Seigneur, répondit la chouette, j'ai eu la même idée que vous en entendant votre récit. Comme je vous l'ai dit, en vous voyant arriver, reprit-elle, une diseuse de bonne aventure, lorsque j'étais enfant, m'avait effectivement prédit ce qui se passe aujourd'hui. Elle m'avait en effet assuré qu'une cigogne m'apporterait un jour un très grand bonheur. Mais elle ne parlait sûrement pas de nous, protesta le calife, puisque nous ne sommes pas de vraies cigognes. Peut-être pouvons-nous tout de même nous entraider, insista la chouette avec chaleur. L'enchanteur qui a causé notre perte vient une fois par mois dans ces ruines où il retrouve des amis. À cette occasion, ils allument un énorme feu dans une salle voisine et y font rôtir des tas d'animaux. Et tout en mangeant, ils se racontent les vilains tours qu'ils ont joués aux simples mortels. Ils doivent revenir très bientôt. Peut-être Kachnour prononcera-t-il, au cours d'un de ses récits, le mot magique que vous avez oublié. Très chère princesse, s'empressa le calife, dites-nous vite où est cette salle et quand ces brigands reviendront. La chouette, cependant, hésita avant de répondre. Ne m'en veuillez pas, Seigneur, mais avant de vous aider à retrouver votre forme humaine, je me vois forcé d'y mettre une condition. Ordonnez, je suis prêt à tout, déclara impatiemment le calife. Vos très fidèles serviteurs voleront pour vous. Il ne s'agit pas de voler, répliqua la princesse. Cela, je puis le faire moi-même.
Mais pour que le sortilège soit rompu, il suffira que l'un de vous deux demande ma main. » Fort surprises, les deux cigognes se regardèrent d'un air perplexe. Sur un signe du calife, elles s'éloignèrent dans le couloir. Après avoir soigneusement refermé la porte derrière lui, le calife s'empressa de chuchoter. « Mon cher Mansour, voilà certes un événement que nous n'avions pas prévu. Je pense que c'est toi qui devrais l'épouser. »« Puissant calife, rétorqua le vizir, je suis votre humble serviteur, mais là, vous m'en demandez trop. Si, après ces nombreuses semaines d'absence, je reviens avec une nouvelle épouse, ma femme m'arrachera les yeux. Et puis, je ne suis plus tout jeune, mais vous l'êtes, et vous n'êtes pas encore marié. Pourquoi n'épouseriez-vous pas cette princesse ? » ?»« Bien sûr, soupira le calife, mais qui me dit qu'elle est jolie et qu'elle fera une bonne épouse ?» Indécis, les deux infortunés compères parlementèrent encore longuement. Mais finalement, le calife comprit que son grand vizir préférerait encore rester une cigogne que de s'exposer à la colère de sa femme. Il se résigna donc à demander lui-même la chouette en mariage. Cette dernière, lorsqu'elle a pris sa décision, fit montre d'une joie folle. Elle annonça ensuite aux deux cigognes que l'enchanteur était probablement déjà là et conduisit les oiseaux sans tarder dans un recoin discret d'où elle pourrait épier l'horrible cache-nour et ses complices. Il y avait 8 hommes dans la salle et un feu d'enfer venait d'y être allumé. L'un des assistants était le prétendu marchand qui parla naturellement du tour qu'il avait joué au calife. « Et quel est le mot-clé que tu avais trouvé ?» s'informa en riant un autre bandit. « Un mot difficile à retenir. Mutabor !» se vanta le marchand. En entendant la formule magique, les deux cigognes, éperdues de bonheur, se précipitèrent vers l'entrée des ruines. La chouette eut beaucoup de peine à les suivre. Mais une fois dehors, le calife s'arrêta net et se tourna vers elle. « Tu nous as délivrés. Pour te prouver notre reconnaissance, j'ai le plaisir de te demander ta main. » Il se tourna ensuite vers l'Orient, imité de son grand vizir. Par 3 fois, tous deux inclinèrent leur long cou en direction du soleil. Puis, ils prononcèrent à haute et distincte voix « Mutabor !» Le charme, aussitôt, fut rompu et les deux hommes, qui avaient retrouvé leur aspect normal, s'enlacèrent, riant et pleurant à la fois. Lorsque, enfin, ils se déprirent, ils virent debout devant eux une femme d'une étonnante beauté. En souriant, celle-ci s'avança vers le calife et lui dit « Ne reconnaissez-vous pas votre chouette ?» Incapable de prononcer un mot, Chassid la contemplait, émerveillé. Enfin, il bredouilla « Si une cigogne vous a procuré votre bonheur, moi, c'est une chouette qui est à l'origine du mien. Retournons ensemble à Bagdad. » Après quelques heures de marche, ils arrivèrent tous trois aux portes de la ville. Le calife, que tous avaient cru mort, démasqua sans difficulté le sorcier et Misra l'imposteur. L'enchanteur, une fois capturé, fut enfermé à perpétuité dans les ruines où il avait décidé d'exiler la chouette. Quant à son fils, il ne fut pas rendu responsable des crimes de son père. On lui laissa donc le choix, renifler la poudre magique ou être emprisonné avec Cache-Nour. Misra préféra évidemment être transformé en un animal. Il respira profondément et lorsque le calife eut prononcé la parole magique, qu'il n'oublierait plus de sitôt, le jeune homme fut à son tour changé en une cigogne autorisée à demeurer dans les jardins du palais. Le calife, lui, se réinstalla dans ce dernier avec sa jolie épouse. Une fois leurs noces célébrées, le grand vizir vint chaque jour leur rendre visite. Tous trois parlaient souvent de leurs aventures. Quand Chassid était d'humeur joviale, il s'amusait à faire la cigogne en imitant le pauvre Mansour. Le cou tendu, les jambes raides, il arpentait alors très gravement la salle en battant des bras. Et chaque fois, la princesse et les enfants qui leur étaient nés éclataient de rire. Puis, ils annonnaient en chœur « Moutoubou !» Mais lorsque l'infortuné vizir jugeait que son maître dépassait les bornes, il se penchait vers lui et, tout bas, le menaçait de révéler à la princesse son dangereux secret. Avait-il donc oublié, lui,
Le calife si aimé de sa femme, la répugnance qu'il avait manifestée à l'idée de l'épouser. Chassid, prudemment, cessait alors ses plaisanteries et traitait son vieux serviteur avec une déférence accrue. En fait, tous deux se plaisaient à ce petit jeu. Et nul véritable accroc ne venait jamais ternir ce bonheur sans nuage. Dans cette quiétude générale, le pénible souvenir des deux traîtres, le cruel sorcier Cachenour et son orgueilleux fils Misra, s'effaça peu à peu de toutes les mémoires. Le calife et son épouse, qui était aussi bonne que belle, régnaient avec sagesse et le peuple les vénérait. Chacun recevait au palais un accueil fort aimable. Mais les oiseaux, surtout, bénéficiaient toujours, auprès des deux souverains, d'une place privilégiée. Riquet à la houppe. Il était une fois un petit prince dont la laideur, hélas, ne cessait de s'aggraver à mesure qu'il grandissait. Ses infortunés parents l'avaient baptisé Riquet. Dans les rêveries des jeunes filles, les princes sont toujours beaux. Pourtant, rien n'empêche, malheureusement, qu'ils puissent être aussi laids ou aussi stupides que n'importe quel homme. L'infortuné Riquet, néanmoins, était particulièrement affreux. Au-dessus de son front trop haut, ses cheveux formaient un toupet étroit. C'est pourquoi on l'avait surnommé partout Riquet à la houppe. Par ailleurs, ses grandes dents supérieures évoquaient celles d'un âne. Ses yeux étaient aussi ronds que des billes et il était affublé de grandes oreilles en forme de feuilles de chou. À l'âge de 17 ans, Riquet était un garçon trapu et légèrement bossu. Cette laideur, naturellement, désespérait le jeune homme qui, en réaction, adorait toutes les belles choses. Il confiait la confection de ses vêtements au meilleur tailleur du pays, mais en vain, car cela ne dissimulait point sa terrible laideur. En compensation, heureusement, le prince était spécialement intelligent et spirituel. Mieux que nul autre, il possédait le don de passionner son auditoire ou de le faire mourir de rire lorsqu'il racontait des histoires. En outre, à sa naissance, pour tenter de réconforter ses parents désespérés, une fée s'était penchée sur son berceau et leur avait prédit que la jeune fille qu'il aimerait serait tout aussi douée d'esprit que lui. « Votre fils n'est peut-être pas tel que vous le vouliez », avait-elle dit à la jeune reine, affreusement déçue de constater le piteux aspect de son nouveau-né. « Mais vous verrez, il aura beaucoup de finesse. Si votre bébé n'est certes pas le plus beau du monde, du moins son intelligence sera-t-elle hors du commun. De plus, je vous promets que la femme qu'il aimera sera elle aussi intelligente et spirituelle comme lui. » Les prédictions de la fée s'étaient vite révélées exactes. Le jeune Riquet avait su parler bien avant les enfants de son âge. Et dès sa tendre enfance, son humour avait fait rire aux larmes la reine, le roi et toute la cour. À 3 ans à peine, Riquet savait lire et écrire, et 4 ans plus tard, il parlait couramment plusieurs langues étrangères. À cette même époque, dans un pays voisin, une autre reine mit au monde une petite princesse adorable. L'enfant avait la tête couverte de boucles d'or et les yeux plus bleus qu'un beau ciel d'été. Sa mère était folle de bonheur, car sa première fille était loin d'être une telle beauté. Heureuse et fière, elle fit admirer son bébé à tous les membres de la cour, éveillant du même coup la jalousie de la sœur aînée. Mais la bonne fée qui avait assisté à la naissance de Riquet était présente, là aussi. Réprouvant dans sa sagesse toutes ces manifestations exagérées, elle résolut de refréner quelque peu cette grande vanité maternelle. « Votre petite princesse est certes d'une grâce incomparable, dit-elle à la reine. Mais lorsqu'elle grandira, vous remarquerez bientôt qu'elle est également d'une étonnante stupidité. Votre fille aînée, au contraire, est loin d'être aussi jolie. Mais plus tard, son intelligence et son esprit seront tels que tous en oublieront ces pauvres très ingrats. » « Je souhaite que vous ayez raison, » soupira la reine. « Mais n'y a-t-il aucun moyen d'éviter que ma si jolie cadette ne soit complètement idiote ?»« Il n'est pas en mon pouvoir de lui donner l'intelligence, » s'excusa la fée. Pourtant, un jour,
elle aura l'occasion d'offrir en partie sa beauté à quelqu'un qu'elle aimera beaucoup, sans perdre de son propre charme. Et ce geste se révélera bénéfique. Même si elle avait imparfaitement compris ce que la fée lui disait, la reine se sentit un peu rassurée. Mais elle oublia vite ses encouragements lorsque chacun put constater qu'effectivement, la jeune princesse était une ravissante idiote. Il lui fallut des années pour apprendre à parler. Et encore, elle ouvrait rarement la bouche, car elle ne savait jamais quoi dire à ses interlocuteurs. En dehors du château, heureusement, personne n'était au courant d'une telle disgrâce. Lorsque la reine se promenait à travers les rues de la ville avec ses 2 fillettes, c'était toujours la cadette qui recueillait les vivats de la foule. Le peuple était littéralement fou de ce petit angelot blond. Sa mère, d'ailleurs, s'en montrait également très fière. Mais de retour au château, elle recommençait à s'inquiéter des difficultés d'élocution, de la gaucherie et de la stupidité de sa préférée. « Fais donc attention !» s'impatientait-elle lorsque la princesse renversait pour la 10e fois sa tasse de lait. Ou bien « Je ne crois pas que tu sois capable de compter jusqu'à 3 !» s'écriait-elle si la fillette se trompait une fois de plus dans son ouvrage de broderie. La fille aînée, elle, apprenait à toute vitesse ce qu'une jeune princesse accomplie doit savoir. Elle était tout particulièrement érudite en géographie et en histoire. Mais elle calculait aussi sans la moindre erreur et rédigeait plus parfaitement qu'un véritable écrivain. Elle était en outre capable de prendre part à une conversation d'adultes, à tel point que ceux-ci se demandaient souvent d'où la petite princesse tirait ses multiples connaissances et cette brillante intelligence. Au fur et à mesure que les 2 sœurs grandissaient, leur perfection respective se faisait plus flagrante. Alors que la cadette embellissait à vue d'œil, sa bêtise devenait vraiment gênante. L'aînée, en revanche, ne faisait qu'enlaidir, tandis que son esprit devenait de plus en plus remarquable. Dès que la plus jeune apparaissait, les hôtes du roi et de la reine retenaient leur souffle. Et tous les jeunes hommes du pays étaient victimes à tour de rôle d'un même coup de foudre. Hélas, aussitôt qu'ils s'apercevaient que la radieuse princesse n'avait absolument rien à leur dire, et même qu'elle était complètement idiote, ils se lassaient et tournaient leur attention vers sa sœur. Celle-ci leur lisait ses propres poèmes ou leur racontait de captivantes histoires. Un peu de rose apparaissait alors sur ses joues ternes et ses vilains petits yeux gris se mettaient à pétiller. Tous les hommes qui l'entouraient en oubliaient sans peine leur première et défavorable impression. C'est ainsi que la ravissante cadette finissait toujours par se retrouver seule dans son coin. Elle souffrait terriblement d'une telle situation et eût bien volontiers échangé sa beauté contre un peu d'intelligence. Un jour, que sa mère l'avait une fois de plus grondée pour sa sottise, la jeune fille, découragée, s'encourut dans les bois. Elle sanglota longtemps, avant de remarquer devant elle la présence d'un jeune homme fort laid, mais vêtu de somptueux habits. Il s'agissait du prince Riquet à la houppe, qui avait entendu parler de l'extraordinaire beauté de la princesse du pays voisin. Comme il aimait tout ce qui était beau, il avait décidé d'aller lui rendre visite. La reconnaissant aussitôt, car il avait déjà pu l'admirer sur ses portraits, il fut agréablement surpris de la trouver seule. « Pourquoi cette tristesse, charmante princesse ?» lui demanda-t-il. « Votre beauté est telle que je ne vois guère ce qui peut vous rendre si malheureuse. »« C'est vous qui le dites, » se contenta de répondre la princesse. « Pour moi, la beauté est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, » poursuivit Riquet. « J'aime tout ce qui est beau, et je puis vous assurer que je n'ai jamais vu de jeune fille dont le charme puisse même approcher le vôtre. »« Si seulement je parlais aussi bien que vous, » soupira la malheureuse. « Mais je ne trouve jamais le terme correct. Je suis tellement bête. »« Mais cela est impossible, voyons, » s'exclama Riquet à la houppe. « Seul un être intelligent peut affirmer qu'il ne l'est pas. De plus, je suis persuadée que beauté et stupidité ne peuvent aller de pair. »« Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, » s'excusa la jeune princesse, désemparée. « Tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment idiote. Et c'est ce qui me rend tellement malheureuse. »« Mais jolie princesse, » lui suggéra le prince, « je puis très aisément mettre fin à votre douleur. »« Et comment donc ?» s'étonna la princesse. «
À ma naissance, une fée m'a dotée d'un pouvoir spécial. Je pourrais faire l'offrande à celle que j'aimerais d'une intelligence égale à la mienne. Or, je vous chéris déjà, douce princesse. Et si vous acceptez de m'épouser, vous verrez exaucer votre vœu le plus cher. La princesse, qui ne parvenait jamais à trouver la réponse adéquate, demeura désespérément muette. Avec la meilleure volonté du monde, elle ne réussissait pas à deviner ce qu'elle devait dire. Comment avouer à cet aimable garçon qu'elle souhaitait un mari plus séduisant? « Je comprends que vous ne puissiez donner une réponse immédiate, » reprit alors Riquet à la houppe. « Une décision d'une telle importance demande réflexion. Mais promettez-moi d'examiner très honnêtement ma proposition. Dans 1 an, exactement, je reviendrai au même endroit. Si avant cette date, vous ne m'avez point fait parvenir de refus, je considérerai que vous acceptez de devenir ma femme. » « Facile à promettre, » se dit la jeune princesse soulagée. « Il peut arriver tant de choses en 1 an. » Pourtant, dès qu'elle eut promis de songer sérieusement à l'offre généreuse de ce vilain prince, la princesse sentit qu'elle n'était déjà plus la même. Soudain, elle n'avait plus besoin de chercher ses mots. Elle parvint tout d'un coup à trouver des réparties si spirituelles que Riquet à la houppe lui-même se demanda s'il ne perdait pas un peu la raison. Au château, tout le monde resta abasourdi de la transformation de la jolie princesse. Brusquement, celle-ci semblait même plus intelligente que sa sœur aînée. Fou de joie, le roi fit venir sa cadette dans son bureau. Ensemble, ils parlèrent des problèmes du pays, et chaque fois, la jeune fille fut à même de conseiller fort judicieusement son père. Désormais, lorsque le roi et la reine recevaient, l'éblouissante princesse ne demeurait plus seule dans son coin. Les garçons se remirent à papillonner autour d'elle, et des princes vinrent de très loin pour lui demander sa main. Il ne fallut dès lors pas longtemps avant que la célèbre jeune fille n'oublie la promesse qu'elle avait faite au pauvre Riquet à la houppe. Repoussant toutes les demandes, elle attendait toujours un meilleur parti. Au bout de 12 mois, le prince d'un pays lointain arriva au château. Quand il se trouva auprès du roi, il lui demanda la main de sa fille cadette. Le souverain, estimant que celle-ci était désormais suffisamment avisée pour décider seule de son avenir, sollicita son opinion. « Je vais y réfléchir, père, » répondit la jeune fille, qui se retira dans les bois pour être plus tranquille. Or, non loin de l'endroit où elle avait 1 an auparavant rencontré Riquet à la houppe, elle croisa un gros cuisinier qui portait un énorme gâteau. « Que faites-vous donc ici ?» s'étonna la princesse. « À quelques pas de ces lieux, nous préparons le repas de noces du prince Riquet à la houppe, » lui expliqua le cuisinier. Et avant que la princesse fût revenue de sa stupéfaction, elle découvrit devant elle le vilain prince en personne. Se souvenant soudain de la promesse qu'elle lui avait faite, la jeune fille ne sut plus quelle contenance prendre. Et puis surtout, elle se demanda comment elle avait pu avoir l'imprudence de s'engager de la sorte. « Jolie princesse !» s'écria Riquet à la houppe. « Je suis si heureux que vous ayez accepté de m'épouser. Comme vous avez pu le constater, mes fidèles domestiques s'affairent des gens à votre honneur. » Bredouilla la princesse qui, pour la première fois depuis 1 an, ne trouvait de nouveau plus ses mots. « Je dois avouer que je n'ai encore pris aucune décision. »« Mais, princesse, » se récria Riquet déçu, « vous m'aviez pourtant promis de m'épouser si avant 1 an je n'avais pas reçu de vos nouvelles. Moi, j'ai respecté mon engagement et je vous ai donné cette intelligence dont vous rêviez tant. »« Prince Riquet, » lui dit la jeune fille, après un moment de réflexion, « je suis heureuse d'avoir devant moi un homme aussi aimable et aussi sage, car vous comprendrez aisément que depuis que vous m'avez si généreusement pourvu d'esprit, je suis devenue plus critique. Il m'est difficile de savoir quel est le bon choix pour une princesse de mon rang. Si vous vouliez vraiment m'épouser, il fallait me laisser bête. »« Je trouve bien injuste, » protesta Riquet, « que vous traitiez avec moins d'équité quelqu'un de généreux et de spirituel qu'un homme sot et dénué de manières. Et j'estime encore plus injuste que vous me reprochiez de vous avoir offert l'intelligence et donc le bonheur. Pourtant, je n'ai pas perdu tout espoir. Je crois deviner que ma présence ne vous importune pas autant que vous cherchez à m'en persuader.
C'est vrai, admit la princesse. Je vous trouve plus agréable et cultivé que tous mes autres prétendants. Alors, ce doit être mon apparence extérieure qui vous répugne, conclut Riquet à la houppe. Dans ces conditions, c'est simple, reprit-il. Si vous êtes prête à m'aimer, je deviendrai l'homme le plus séduisant du monde. Comment cela? S'enquit la jolie princesse, curieuse et ravie à la fois. La fée qui m'a permis de vous doter d'intelligence avait aussi promis à votre mère que vous pourriez vous-même faire cadeau de la beauté à l'homme que vous aimeriez, expliqua Riquet. Dans ce cas, je suis toute prête à vous aimer, s'exclama la princesse. À peine eut-elle prononcé ces mots que le vilain Riquet à la houppe apparut à ses yeux comme l'homme le plus merveilleux du monde. La perfection de son corps et de ses traits dépassait de très loin tout ce que la jeune fille eût jamais pu imaginer. Cette extraordinaire beauté, ajoutée à l'esprit qui brillait dans ses yeux, faisait du prince Riquet un idéal fiancé, et la jeune fille fut conquise. En fait, il est possible que le jeune homme soit resté aussi laid qu'il l'avait toujours été, mais que son bonheur l'ait littéralement métamorphosé. On dit également que l'amour rend les humains aveugles. Toujours est-il que la jolie princesse épousa son beau prince sous le regard attendri de leurs parents respectifs et de toute la cour réunie. Les noces furent splendides, et par la suite, leur intelligence à tous deux permit aux jeunes époux de résoudre les petites difficultés de la vie et de connaître un parfait bonheur.